Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur C8. Désormais, pour Ardisson et Baffy, tapez. Bravo. Première terrienne invitée ce soir, celle qui a su imposer son impressionnante carrure sur scène et à la télévision, celle qui aime mettre des perruques et des robes longues, Julien Drey. Marianne James. Ça aurait pu être toi, remarque. Autre terrien invité ce soir, le fondateur de SOS Racisme qui a lancé son nouveau mouvement SOS Hollande, Julien Drey. Autre terrien invité ce soir, ils sont deux, ils font marrer la France et ils donnent envie de manger du cassoulet quand ils parlent, les Chevaliers du Fiel. Et enfin, le directeur artistique de la maison de couture Balmain, le styliste le plus stylé du monde, Olivier Roustin. En P4, Guy en 2017, et notre terrienne du samedi soir, Enda Ayari, qui raconte son esclavage sous le voile pendant 20 ans au sein de la secte salafiste de France. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag CSLT. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villard. Oui. Rebonsoir. Ils sont de plus en plus jeunes, hein. Ah oui, je les prends de plus en plus jeunes. Mais on reste quand même dans le respect de la personne et de la dignité humaine, très important. Thierry, très beau plateau ce soir. Il y en a pour tout le monde, des hommes, des fans, des jeunes, des en fin de vie, des bobos, des bobos. Il y en a pour tout le monde. Ils ont démarré en 35 après Drucker. Ils reviennent chaque année comme Noël, le Beaujolais et la grippe. C'est les Chevaliers du Fiel. Petit bémol, Thierry. La semaine dernière, on a reçu Anne Roumanoff. Oui. Là, je veux dire, si on reçoit tous les mecs de chez Drucker, là, il manque plus que le chien. Là, je vous le dis. Non, mais globalement, vous avez fait un jumelage entre les émissions? Non, il manque plus que Drucker, Michel. Si tu nous regardes, je t'attends. Alors, messieurs, la dernière fois que vous êtes venus dans Salut les terriens, il y avait assis à côté de vous la femme à barbe. Coup de chance, ça s'est raté ce soir. C'est vrai. Les Chevaliers reviennent en force demain. C'est le lancement de votre programme court sur C8. Ça s'appelle Les Municipaux. Ah oui. Et vous en avez tourné 51 en hommage au pastis. Exactement. Très bien vu. C'est vrai. Heureusement que ça n'avait pas été en hommage à la popularité de François Hollande, sinon vous en auriez fait que 4. Non mais ça fait plaisir de vous revoir, messieurs, parce que partout où vous passez, c'est un succès. Voilà, les mecs pourraient faire des blagues pas marrantes, que ça passerait quand même, c'est très fort. Surtout avec votre spectacle, les employés municipaux. Alors, je dis pas que les gens sont débiles, mais de là à payer pour voir deux mecs passer le balai et faire des blagues, va dans un parc, c'est gratuit. non mais la mécanique est très bien huilée. C'est Eric qui écrit les textes et c'est Francis qui fout rien. Et vous revenez avec un nouveau spectacle en février à l'Olympia, ça s'appelle Noël d'enfer. Oui. Vous êtes belle en femme. Oui, Eric. tiens d'ailleurs, alors regarde, on a amené ça. Ah oui, c'est un petit cadeau. C'est oui. les Chevaliers du Fiel qui naissent. Merci. Merci beaucoup. J'adore son truc. Oh, c'est mignon. J'ai eu très peur parce qu'elle est sortie d'où cette boule? Tu verras quand tu connaîtras mieux le métier. Non mais Il est bon. Notre prochain invité, il a le carnet d'adresses le plus fourni de la place de Paris en star. Et pourtant, il n'est pas dealer. C'est Olivier Roustin. Alors, Olivier, le grand public ne vous connaît peut-être pas, mais pourtant vous êtes pote avec Kim Kardashian, Kanye West, Rihanna. Vous avez plus de 4 millions de fans sur Instagram, c'est énorme. Vous imaginez, Olivier, il poste une photo de vacances, c'est vu par l'équivalent de la Croatie. Non mais Thierry, lui, il a 4000 abonnés sur Twitter, c'est le tiers de Fontainebleau. En gros, non mais c'est vrai. D'ailleurs, mobilisez-vous, on va lancer le Harditon, Thierry, très bientôt. Ah bon? Il y en a marre que vous soyez qu'à 4000. Même Jean-Pierre Pernaut, il est à plus. Non. Si, là, vous êtes en gros entre Thierry Beccaro et Laurent Romeshko. C'est à peu près ça le... Marianne James, bonsoir. Ah, bonsoir.
Marianne James, si elle pousse une note un peu aiguë, elle peut détourner un vol de perdrix, parler avec un dauphin et arrêter la pluie. Quand elle tousse à Paris, elle pète un verre à Limoges. Alors, Marianne, vous êtes pour la 3e année consécutive à la présentation de Prodige. C'est un télécrochet sur France 2 et c'est vrai que c'est bien. Maintenant, il y a des télécrochets pour tout. T'es chanteur, t'as The Voice. T'es cuisinier, t'as Top Chef. Tu fais du violon, t'as Prodige. Tu brises des parpaings avec ton cou, tu fais Incroyable Talent. Voilà, c'est... Non, Incroyable Talent, c'est le télécrochet, tu sais, pour tous ceux qui sont en fin de droit chez Pôle Emploi Spectacle. Et... Non, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué de juger un mec qui chante entre un danseur de hip-hop unijambiste et un mec qui jongle avec des pamplemousses en feu. Quand même, c'est bizarre comme concept. Puis Marianne, vous sortez un livre-disque pour enfants qui s'appelle Tous au lit. Et ça, c'est vachement bien, ce livre-disque. Des gosses. C'est dégueulasse. Préfacé par Jean-Luc Lahaye. Non, mais c'est bien le concept de livre-disque parce que tu lis une histoire à ton enfant et s'il est pas sage, tu mets Marianne qui chante et il se calme direct. Ça, c'est super. Non, mais c'est une vraie passion chez vous, la musique, parce que j'ai lu qu'à 11 ans, vous aviez pris des cours de guitare chez Antoine Petrucciani, qui est le papa du célèbre Michel Petrucciani, le pianiste. Oui. Et l'anecdote veut que Marianne se soit assise sur un tabouret, manque de peau. C'était Michel, la suite, on la connaît. Non, mais n'empêche que ça m'a formé à une guitariste de jazz pas trop mauvaise, ça va. Si vous me prêtiez la guitare, là, je pourrais vous faire quelque chose. Là, je vais me casser ta rubrique. Oh là là. Bonsoir, les vieilles charmes. T'as dit ça? Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Et le batteur, il rentrait pas là-dessus? Ah ben voilà. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Ça t'embouche un coin, un petit con. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Bravo. Pour terminer, la semaine dernière, Thierry, on recevait Julien Doré. Cette semaine, on reçoit Julien Drey. Ouais. Comme quoi, une lettre, c'est très, très important. C'est pas la même émission. Alors, Julien, vous êtes un ami de François Hollande, voilà. Non, c'est pas une vanne, il y en a encore. Jusqu'en 2017, en tout cas. Fervent soutien du président. Mais ça, c'est très bien, parce qu'au moins, on sait que quand ça va mal, vous êtes là. Voilà, Julien, c'est le mec qu'on peut appeler à 3h du matin en panne. Bon, le problème, c'est que Hollande, ça fait 4 ans qu'il est en warning. Donc ça, c'est... À l'origine, c'est Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, qui vous avait recruté pour faire barrage à Mélenchon et empêcher Emmanuel Macron de se présenter à la présidentielle. Ça va, vous, sinon, en ce moment? Non, mais parce que Macron va se présenter et Mélenchon, c'est a priori, selon les sondages, la meilleure chance de la gauche pour gagner. Faut pas exagérer non plus, mais bon. À tout hasard, c'est pas vous qui faisiez la sécurité de Kim Kardashian quand elle s'est fait braquer. Et Julien, vous étiez malheureusement claqué le talon d'Achille en promenant votre chien il y a quelques temps. Voilà, non mais c'est fou ces hommes politiques. Quand tu regardes, vous étiez claqué le talon d'Achille en promenant votre chien. Marine Le Pen était tombée dans une piscine vide. Non, on se claque pas le talon d'Achille. On se claque pas le talon d'Achille? On se le déchire. Ah, on se le déchire. Pas dans ta gueule. Voilà. Mais la prochaine fois, filmez-vous, je vous jure, à vidéo gag, c'est 1500 balles quand même, et un caméscope. Hein, Puis voilà, l'année dernière, sur Canal, il y a eu la série Baron Noir, et vous avez dit à propos de cette série, avec Cadmeral, le Baron Noir, c'est moi. Voilà. C'est marrant parce que DSK, lui, c'est en voyant Maison Close qu'il a dit c'est moi. Pour terminer, mesdames et messieurs, je vais vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson ne veut pas vous poser. Enfin. Marianne James. Non, Marianne. Autrement, je retourne chanter, non. Ok. Olivier Roustin. Moi, je sais pas chanter, mais je vais essayer d'apprendre. Non, Marianne James. Marianne, votre premier groupe s'appelait les Swing Gums. Il y avait qui dans ce groupe? Il y avait Sophie Favier et Isabelle Mergo.
Marianne James, vous avez dit il n'y a rien de pire qu'un homme sérieux sous la couette. C'était quand votre idylle avec François Fillon? Olivier Roustin, Olivier, vous avez collaboré avec H&M. Ça fait quoi de voir des pauvres porter vos vêtements? Je suis très content. Bon. Mais je vous vois pas avec, par contre. Non, moi je suis chez... Ah, ça casse, là. C'est vrai que là, on est chez Uniqlo, 29,99, j'ai cramé le budget de la production. Julien Drey, vous qui êtes un fidèle de François Hollande et du Parti socialiste, avec toutes les merdes qui s'est passées, vous n'avez pas eu envie d'appeler Pascal le grand frère pour faire SOS, ma famille a besoin d'aide? Thierry Givet, bonne émission. Voilà, c'est des John Mila, mon CDD. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur C8.fr, on passe maintenant à notre Théotop. Les Chevaliers du Fiel, rebonsoir. Alors, j'ai trouvé un truc en préparant l'émission. Oui. Pourquoi les Chevaliers du Fiel et pas les conflits de canards? C'est pas mal. Ça aurait été pas mal. Oui, on avait fait, tu te rappelles, une parodie de feuilleton qui s'appelait Les conflits de canards. Les conflits de canards. Ouais, c'est bien. Alors, vous jouez à guichet fermé dans tous les Zéniths de France. Vous avez fait 1,9 million de téléspectateurs avec votre dernier prime sur cette chaîne, désormais notre chaîne. Oui, notre chaîne. Bienvenue. Vous faites 1,3 million d'auditeurs tous les matins sur France Bleu. Exactement. Vous possédez 3 théâtres, un restaurant. Et 2 bars à putes, Thierry. 2 bars à putes. À Toulouse. Ouais, mais ça, si, là, tu vas trop loin. Parce qu'on avait dit que tu le dirais pas, mais que tu étais invité. Et très beaux établissements. Il y a une formule 69 cassoulet qui est très intéressante. Un peu dangereuse, mais très intéressante. Et qui est un peu moins cher dans l'autre sens. Eh oui. Oh, c'est frais. Ouais, oui, bien sûr. Et le 13 décembre, vous commencez à New York. Putain, coq. Je te prendrai nu dans la Sicamia. Je te prendrai nu dans la cime Camille. Ouais. Et vous êtes ici ce soir pour annoncer votre prochain spectacle Noël d'enfer, du 10 au 17 février à l'Olympia, après une tournée dans toute la France. Voilà. C'est le 3e spectacle de votre trilogie après Vacances d'enfer et Croisière d'enfer. En fait, cette idée est venue, il y a un producteur parisien qui nous appelait pour monter une vraie pièce de théâtre. Ouais. Avec des gens connus, dont on taira le nom. On était flattés. Et à la première réunion, il y en a une qui n'a pas pu se garer. La deuxième réunion, il y en a une, son mari était parti. Enfin bref, ils étaient tous dépressifs. On a dit, OK, on l'a fait, mais tout seul. Voilà. Donc on a fait tous les personnages. Et on a dit, on fait tous les personnages. Mais c'est incroyable à quelle vitesse vous changez. Là, oui, mais d'ailleurs, on devrait mettre le public derrière aussi. Ouais. Le show il faudrait qu'il y ait des caméras derrière, parce que des fois, il y a des petites erreurs. Ça arrive. Ça peut arriver. Pas avec la bonne perruque, mais c'est Alors, Eric, à l'époque où ça ne marchait pas du tout, vous étiez allé traîner dans le hall de l'Olympia, et le concierge avait dit, faut pas rester là, monsieur. Exactement. C'est vrai ça ou c'est c'est la légende? On était allé voir, d'ailleurs, je crois que tu étais, Francis, on était allé voir comment c'était les débuts de Patricia Cass. Ah oui. Et on avait il y a longtemps, alors. Ouais. Non, les débuts, c'était son premier Olympia, et on avait un copain qui était guitariste avec elle. Ouais. Donc nous, on traînait dans le hall et on n'avait pas d'invitation, donc on traînait, quoi. Et le mec de l'Olympia, il arrive et dit, messieurs, faut pas rester là. Et donc on avait dit au mec, tu verras, on reviendra. Et là, vous êtes revenu. On regarde à quoi ça ressemble. Regarde, regarde, tu fais le cul de poule, regarde. Ta mère le faisait déjà, ça. Enfin, à la fin, c'était plutôt le cul de dindon, mais... J'ai l'impression qu'il neige de plus en plus. Ah bon? Oh, tiens, regarde. Bonjour, je m'appelle Saïd. Je suis un migrant, je suis syrien. Oh putain! Ivan Rebrov. Bonjour. Ça va durer longtemps de faire des skis dans l'appartement? C'est ça! Parce que j'en parle avec Monique, j'ai dit à Monique, qu'est-ce qu'ils en font de toute cette neige à la fin de la saison, que quand il va l'hiver, il y en a, que quand il va l'été, il y en a plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'elle me dit pas, Monique? Tu vas voir comme elle est con. Elle me dit, eh bien, mais à la fin de la saison, la neige est forte. C'est moi qui fais le mois de décembre sur le calendrier des pompiers. À cause des boules. Eh oui.
Vous auriez pu faire octobre avec le glas. Voilà, les Chevaliers du Fiel. Donc à partir du 10 février à l'Olympia. Et avant ça, il y a votre série sur C8 tous les dimanches à 20h40. Ça s'appelle Les Municipaux. Oui. On regarde à quoi ça ressemble. La saga des municipaux. Le principal, c'est de faire sa mission. C'est quoi notre mission? On ne sait pas. C'est 11h, on attend le chef d'émission. Travaillez moins pour discuter plus. Putain, je suis crevé, moi. C'est un break. Les Chevaliers du Fiel repoussent les limites de la flemme. Ça, c'est des années de boulot, ça. Dans Les Municipaux, la série. Je suis limite en poule, moi. Tu travailles trop vite, t'es pas dans le boulot, t'es pas dedans. Voilà. C'est sur C8. Ça commence le 13 novembre. Pourquoi pas le 11 septembre? Ouais. C'est pas nous qui avons choisi la date. Je crois que cette fois, ça y est, donc vous êtes enfin accepté par les élites parisiennes. Vous n'êtes pas loin d'avoir la carte. Ce qui posait problème, en fait, c'était la barrière de la langue, non? Ouais, c'est-à-dire, ils croyaient qu'on était espagnol. Et ça va mieux, non, maintenant. je crois que la barrière, c'était surtout qu'on a toujours beaucoup bossé. Ouais. Et que donc, on traînait pas tellement dans les soirées où il fallait montrer son esprit. Oui. Tout le monde connaît le film Ridicule qu'avait fait Lecomte. Ah oui, avec la cour des mecs qui C'est arrêtaient pas de tellement la balancer. France, ça. C'était un peu ça. Et nous, on n'y allait pas parce qu'on bossait. Ouais. Et maintenant qu'on y va, voilà. Mais vous avez pris des cours de parisien, maintenant? Oui. Quand on veut, on parle. On met quoi c'est Ça, génial. ça, c'est pas du parisien, c'est Marc-Olivier Fogel. C'est là qu'ils disent, tu fais l'Olympien, de quand? Mais tout le monde fait l'Olympien, C'est ça, ouais, exactement. Voilà. Alors, question loup, vous avez aussi beaucoup évolué. Vous êtes maintenant de... Ah oui. Si, déjà, on marche sur les pattes arrière. Ah ouais. et ils font, regarde, attends, c'est classe ça quand même. Ils sont mannequins pour un magazine qui s'appelle Cap Tendance. Ah oui, qui est à Toulouse. Qui mérite d'être aidé parce qu'il y a des très bons... c'est ce qu'on est en train de faire. T'imagines mettre ça à Paris, la honte? On regarde à quoi ça ressemble. Alors, la chance qu'on a, c'est d'avoir Olivier Roustin. Je peux lui faire de la pub parce que c'est la vérité. J'achète des... Ils font une collection de jeans et de trucs comme ça qui sont géniaux et que moi je trouve fabuleux. Et donc, moi je savais pas, je connaissais pas, je ne le connaissais pas, le créateur, mais bravo parce que c'est génial. Alors là, je suis très heureux. Waouh. Parce que d'avoir Olivier Roustin et les Chevaliers du Fiel sur le même plateau, ça a toujours été mon principe en télévision. Les gens, ils croient que parce que tu joues des rôles de con, t'es con, mais pas forcément. Vous, c'est bien foutu quand même, on y croit. Hein. Alors Olivier, alors, ça va, ils sont... Ouais, non, j'aime bien. Bon. J'apprends quelque chose. Ah oui, attends, il peut pas non plus trouver ça. Bah oui. Mais en tout cas, je peux juste vous dire que mes parents vous adorent. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il est tellement jeune, finalement. Et puis, il y a New York. Ici, nous gagnons. Ici, superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfance de l'âne, c'est le facoc. Eh oui, vous saurez le 13 décembre prochain au Gramercy Theater, donc à New York. Oui. Alors, les Chevaliers du Fiel à New York, déjà qu'à Paris, c'était un peu exotique. Là, c'est... On nous a proposé ça et on a accepté de suite parce que sur New York, il y a quand même 300 000 Français. Ah oui, oui. Il y a plein de Français. Et puis, tu sais, nous, dans l'autre sens, on répond aux gens. Quand dans le Sud, ils nous disent « Alors, vous êtes partis à Paris ?» On dit « Ouais, on y est pas mal. Maintenant, on peut y aller parce qu'on a fait nos vaccins. » Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça, oui. Alors, il y a quelques temps, c'est Gad Elmaleh qui jouait aux États-Unis pour fuir la France après ses pubs pour le Crédit Lyonnais. Nous, on a fait le Crédit Agricole, évidemment. Remarquez qu'avec vos costumes fluo de municipaux, vous allez être les stars des galeries d'art à New York, parce que ils adorent ça. Eric, vous vous souvenez du soir où, après un spectacle, vous étiez au Petit Bacchus, devant 80 personnes. Oui. Et vous rêviez de jouer à Broadway. Oui, on déconnait avec ça. Quand ça marchait un soir, on disait toujours « Tu vas voir qu'un jour, on fera l'Olympia, et si vraiment on est à fond, on fera Broadway. » Du coup, ouais.
C'est incroyable, non? Ouais, sympa. Quand on sait comment c'était difficile pour vous, vous avez été obligé d'emprunter 30 000 euros à un mec. Oui, ça c'est des mauvais passages. Mais en fait, on n'a pas eu l'impression d'avoir un parcours très difficile parce qu'on a toujours rigolé. Voilà. Alors pourquoi vous ne rendez pas les 30 000 maintenant que vous... On les a rendus hyper vite, les 30 000, parce que figure-toi que la même année, on était en faillite, on nous a prêté 30 000 pour vraiment se sauver, et on a fait la Sim Camille 3 mois après, qui franchement nous a rapporté plus que 30 000. 400 000 exemplaires vendus de la Sim Camille, effectivement. C'est un mec qui devait acheter un appartement. Et il a dit, je vais acheter un appartement, mais comme je vous aime, je vais vous filer 30 000 à vous. Je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est un super pote. C'est vrai. Ah ouais, c'est vraiment génial. Il est toujours joignable. Alors voilà, dans un an, ça sera Miami, Los Angeles, San Francisco. On pensait que c'est Jean Dujardin qui allait conquérir les États-Unis, mais non, c'est les Chevaliers du Fiel. T'as un jeu, Lolo, là? Oui, j'ai un jeu. Fais ton jeu, Lolo. Ah bah oui, parce que... Enfin. Ils ont fait des métiers improbables, non, c'est ça? Ouais. Alors, je vais vous montrer des métiers. À vous de me dire si ces métiers existent vraiment ou s'ils sont inventés. Allez. D'accord. On commence tout de suite, première photo, avec le testeur de déodorant. Oui. Ça existe? Ça existe, on dirait, oui. Ça existe, je dirais. Ça existe. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Un peu plus dur. Branleur de dindon. Oui. Non. Oui, ça existe. C'est tellement improbable. Je suis sûre que ça existe. Oui, ça existe, non? Parce que le dindon n'a pas beaucoup de libido. Et comme c'est très consommé aux États-Unis, il y a des branleurs de dindon qui recueillent le sperme du dindon pour assurer la pérennité de l'espèce. Mais non, c'est une blague. Je te jure que c'est vrai. Sur les animaux, c'est tellement improbable que... Et c'est vrai. Non, sur les animaux. Blanc de service. En Chine. En Chine. Ah ouais, il faut un blanc de temps en temps pour... Ouais, bah c'est vrai. Dans les grosses sociétés, ils ont un blanc de service qui est payé à rien foutre, mais c'est pour assurer les autres compagnies, parce que si un blanc vient crédibiliser la boîte, et ben c'est bon pour l'image. En Chine, en Chine. Testeur de suppositoire. Ça, je le sens pas. Mais si, les labos, ils ont forcément des mecs pour essayer les médicaments. Bien évidemment. Avec le CX pour voir si c'est profilé. Bien sûr, Eh ben c'est faux. C'est un beau boulot, mais c'est faux. Pousseur de métro. Oui, au Japon. Au Japon. Ouais, ça existe. Ah ouais, un peu plus. Je l'ai vu ça. Ah ouais. Ah mais ils le font très élégamment, ils ont des petits gants et ils poussent tout le monde. Enculeur de mouche. La photo est horrible. Ah, évidemment que ça existe. Non. Ça pourrait dans certaines conversations, mais c'est pas un métier officiel, non. Vendeur d'organes à la sauvette. Hélas. C'est horrible. Ben oui, mais pas sur le trottoir dans des grandes firmes. Non, mais dans des grandes firmes, oui. Anusologue. Alors, c'est un voyant. Proctologue. Non, anusologue, c'est un voyant qui peut lire l'avenir. Ah oui. Comme on lit dans l'iris. Voilà. On lit comme un iris. Voilà. Attendez. En général, ces gens-là voient un avenir plutôt sombre pour la personne. Mais tu vois, pour Trump, il s'était trompé, le mec. Eh ben ouais. Ça existe? Non, j'avais envie de dire eh ben ouais. Ça n'existe pas. Anusologue. Petit dernier pour la route. Ouais. Scatophagothérapeute. Alors je vous explique, c'est en Inde. Et les gens mangent les excréments des patients pour voir s'ils manquent de sels minéraux. Ils peuvent quantifier le manque immédiatement. Mais pourquoi pas? Non. Eh ben non. Voilà, c'était la peur de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Marianne Jane, de Julien Drey, des Chevaliers du Fiel, d'Olivier Roustin et de Laurent Baffy. Et on passe maintenant à notre TTO de la semaine, Julien Drey. Julien Drey, rebonsoir. Alors, blacklisté,
Ces dernières années, vous faites un comeback remarqué pour faire gagner la gauche en 2017. Votre premier objectif, convaincre François Hollande d'être candidat. Vous dites, Hollande doit se mettre en colère. Pour le moment, c'est plutôt les policiers, les profs, les footballeurs, les gens de gauche qui sont en colère, non? Oui, c'est pas grave, ça. Ça fait partie de la vie démocratique. Chacun s'exprime, non? Bien. Alors, vous l'invitez à se lâcher, vous dites, comme il le fait en privé, à renverser la table. Non, c'est une expression que j'ai employée au mois de septembre, qui définit, d'après moi, ce qu'il doit faire maintenant dans les semaines et les mois à venir, au regard y compris de l'accueil fraternel auquel il est livré aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il doit s'expliquer, s'exprimer. Enfin, quand il le fait avec des journalistes du Monde, c'est pas énorme, quand même. Bah si, ça fait 600 pages, donc c'est assez énorme. Ouais. Alors, il faut reprendre, dites-vous, la bataille idéologique. Il suffit d'énumérer les mesures que les candidats de la droite préconisent. Moi, je vous le dis, hein, si vous faites une campagne sur « Au secours, la droite revient » en disant « c'est la retraite à 70 ans et la suppression de l'ISF », ça va marcher pour vous. Hein. Non, parce que l'expérience a montré, y compris dans ce qui vient de se passer aux États-Unis, que quand on fait une campagne que contre, ça veut dire une campagne défensive, on finit par perdre. Ah, d'accord. Alors, pour vous, le quinquennat de François Hollande n'est pas honteux. Vous dites on est en train de réussir économiquement. Personne ne s'en rend compte. Si, tous les organismes, je veux dire, de notation, etc., ont été amenés à corriger la note de la France. Les chiffres montrent qu'il y a une évolution. Alors, je ne dis pas c'est formidable, mais je dis une tendance qui est à nouveau favorable à la création d'emplois, par exemple, à la compétitivité de l'économie française. Donc, il faut aussi sortir d'une spirale qui est complètement déprécise. C'est-à-dire qu'en France, maintenant, même quand tu réussis, t'as fait mal. Oui. Il faut quand même, à un moment donné dans ce pays, qu'on arrête tout le temps de tout dénigrer. Bon, je ne dis pas que tout va bien, mais quand même, les choses, elles bougent. Ce que vous dites, c'est que ce pays n'est pas que mauvais. Vous dites que ça va un peu moins mal, c'est ça, en gros. Je dis ça va mieux. Tu voudrais que je dise sans arrêt ça va mal? C'est-à-dire que même quand ça va mieux, je dirais ah, non, c'est terrible, on n'est pas arrivé. Ah bah oui. Mais non, je dis simplement... On travaille, je dis pas que tout marche bien, je dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis pas que tout le monde est heureux, je dis simplement la situation de la France s'est améliorée par rapport à la situation antérieure d'il y a 5 ans. Ça veut dire qu'il faut continuer à travailler, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui souffrent, mais ça veut dire quand même à un moment donné qu'on peut se dire qu'il y a des choses qui bougent dans ce pays, qui bougent positivement. Ah ben voilà, il se met en colère. Non mais oui, il faut se mettre en colère. Renverse la table, ça y est. Moi, je trouve que ça va pas mieux, je trouve que ça va beaucoup mieux. Je n'oserais pas J'aime dire pas ça. les embrouilles, moi. Alors, la jungle de Calais a été détruite. Alors, évidemment, les mecs ont été envoyés dans des petits bleds où ils voient arriver 100 migrants éthiopiens. Ils ne comprennent pas très bien pourquoi ni comment. Alors, je vais t'arrêter 2 secondes, parce que là aussi, je vais me mettre en colère. Quand il y avait la jungle de Calais, tout le monde nous disait c'est impossible de la démanteler. Vous allez avoir la ville en émeute, vous allez avoir des barricades, vous allez avoir du... Bon, on l'a démantelée en moins de temps que prévu. Par ailleurs, il se passe quelque chose de formidable dans ce pays, qui d'ailleurs démontre que ce pays est généreux. C'est que partout, il y a des migrants qui arrivent, il y a des gens qui viennent les accueillir. Je ne dis pas que ça va être tout le temps bien, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des problèmes, mais il y a une France qui est positive, qui les accueille, qui les aide, qui dit on est capable aussi, nous, dans un petit village français, d'accueillir 15 ou 20 migrants, de travailler avec eux, de leur montrer ce que c'est que la France, et peut-être même d'en faire à terme des Français. Eh bien ça, c'est une bonne chose. C'est une France qui avance, c'est pas simplement une France qui recule, c'est pas simplement une France qui avance. Voilà. Je trouve ça, je vais te dire honnêtement, mais oui, je trouve ça extrêmement courageux, parce que défendre François Hollande en ce moment, c'est pas évident. Je vais donner un exemple que personne n'a regardé. La ville de Chambéry, c'est pas une ville de gauche au départ. Il y a des migrants qui doivent arriver, il y a 3 semaines de ça. Le Front National organise une manifestation avec 50 personnes. 2500 personnes de la ville, avec le maire, sortent et accueillent les migrants. C'est ce qu'ils ont fait. Et leur louent des skis. Voilà. Ils leur louent des skis. Ils ont appris à se préparer. Mais il s'est passé quelque chose de formidable dans cette ville. Alors, vous dites maintenant, il faut faire le storytelling du quinquennat. C'est-à-dire quoi, enfumer tout le monde, quoi. J'ai l'impression qu'il a, justement, c'est le problème qu'il a eu, peut-être, c'est qu'il n'a pas fait storytelling. Donc, il n'a pas enfumé. Il a été, comme il le dit, un peu trop simple, un peu trop normal. Il n'a pas enfumé, il a dit les choses telles qu'elles étaient. Je ne dis pas que tout est formidable. Moi, je me suis engueulé avec lui à plusieurs reprises. J'étais contre la déchéance de nationalité, par exemple. Et je l'ai dit avant que tout le monde s'énerve. Bon, parce que je pensais que c'était une bêtise. Voilà. Mais c'est pas un mauvais président. Ça va mieux depuis que Valérie Trierweiler est partie, en fait. Je rentrerai pas dans cette polémique. Aie confiance, oui, crois en moi. Alors la vraie question, c'est est-ce que François Hollande a vraiment envie d'y aller? Il vous a confié. La seule fois où j'ai eu la paix, c'était pendant les attentats. Je dirigeais la France sans être obligé de me demander si ma majorité n'allait pas me planter un couteau dans le dos. Quelle souffrance quand même
de dire finalement tout le monde me tombe dessus toute la journée et pendant les attentats on m'a foutu la paix quand même. De là à les organiser, je trouve ça un peu... Non, ça, Laurent, n'exagère pas quand même. Non, il y a eu tout au long des 5 ans qui viennent de s'écouler, il y a eu des difficultés internes à la majorité. Et d'ailleurs, ça a participé aussi de l'état d'esprit négatif. Parce que souvent, les critiques les plus violentes, elles venaient de nos propres rangs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dire tout est bien. Ça veut dire qu'il faut être dans une opposition constructive. Alors, Hollande a toujours cru à sa bonne étoile, mais il vous dit parfois, une étoile, ça s'éteint. C'est joli. C'est joli. Mais même quand l'étoile est morte, on voit encore la lumière. Ah ben longtemps après, bien sûr. Laurent. Bien romantique. Vous, au contraire, vous dites, le papillon politique sort enfin de la chrysalide élyséenne. C'est du Julien Drey. Ça aura mis 5 ans quand même. Ouais. Non, mais on va avoir un débat politique très important. Parce que tu le veuilles ou non, la situation, elle vient de changer à l'échelle de la planète. Ouais. Parce que maintenant, tu as Trump d'un côté, tu as Poutine de l'autre. Ouais. C'est pas rien. On en a de la chance. Il va pas falloir être petit dans ce monde qui vient. Donc ça veut dire que celui qui dirigera le pays, et la France notamment, il faudra qu'il ait une sacrée expérience. Parce qu'il va falloir être solide face à ces deux-là. Et sur le plan international, il ne peut rien. Mais au départ, c'était souvent une critique qu'on lui faisait. On disait il ne tiendra pas la route, etc. Mais sur le plan international, heureusement qu'il a été là en Afrique, heureusement qu'il a été là en Ukraine, et il tient tête. Et d'ailleurs, souvent même, les grands de ce monde ont été surpris de la manière dont il leur a tenu tête. Donc un président français qui permet à la France d'exister et à l'Europe de continuer à exister face à ces deux monstres qui ne sont pas des gentils, c'est vraiment qu'on puisse dire, bah, ça va compter. Ça va être compliqué. Alors, on voit 4% des Français sont satisfaits par François Hollande. 4% des Français ont déjà fait l'amour dans un ascenseur. C'est con, ça. On voit bien. Mais tu sais, 4% des Français ont déjà demandé le divorce après un match de foot. 4% des Français vont à la messe le dimanche. Et alors, le pire de tout, 4% des Français, on les comprend, nous, aimeraient vivre à Lille. Et ils ont tort parce que c'est une belle ville, Lille. Oui. Et sur le plan culturel. Je préfère Toulouse quand même. Hein, moi, je ne fais pas la compétition. C'est plus sympa, mais Pascal le savait à Toulouse. Si, j'ai été à Toulouse. J'adore Toulouse. J'aime le Capitole. Mais Lille, c'est aussi une belle ville. Bien sûr. Pourquoi vous défendez François Hollande comme ça? Est-ce qu'il a enlevé vos enfants? Il tient vos enfants en otage? C'est con, ça. L'amitié, elle est forcément comptable? Non. Bon, donc quand tu es ami avec quelqu'un, que tu l'apprécies, que tu as appris à l'apprécier, quand il est en difficulté, tu demandes rien, tu es là à ses côtés. Julien, regardez-moi. Si vraiment François Hollande tient vos enfants en otage et vous oblige à dire du bien de lui, clignez 2 fois des yeux, je comprendrai. Je vais te dire une chose, pour tenir mes enfants en otage, moi j'y arrive pas alors. Alors Julien, vous me faites penser à un mec qui roulerait à contresens sur l'autoroute et qui dirait aux autres qu'ils sont dans le mauvais sens, non? Écoute, moi je suis pas naïf, je suis pas stupide, je vois bien la difficulté qu'il y a. Mais je pense que quand il y aura le débat politique véritable, pas simplement les on-dit, les rumeurs, quand il pourra, y compris, se défendre, bah, je pense que les choses ne seront pas de la même nature. Julien, sincèrement, est-ce que vous croyez que François Hollande a une chance en 2017? Oui, je pense qu'il a une chance. J'en pense même... Non, il t'a dit sérieusement. Mais non seulement j'y crois, mais je pense que, bon, c'est difficile, mais je pense que c'est celui qui, aujourd'hui, permettra à la France de le mieux s'en sortir dans les années à venir. Vous êtes prêt à le jurer? Oui, j'ai pas l'habitude. La question sous serment, on va voir. Moi, Julien Drey, je jure que je suis sincère quand je dis que François Hollande a une chance en 2017. Dites, je le jure. Je le jure. Et par ailleurs, vous allez garder la bande parce que comme on va gagner en 2017, tu vas me devoir un bon repas après. Et si on perd, on rajoutera des rires. En une. J'ai pas envie de faire du cinéma, non? Non, mais parce que j'ai vu la photo, là, le remake d'Intouchable. Alors, Julien, ça fait 1 mois que les policiers manifestent, que la colère monte. On va en parler juste après la provo de Blacko.
Voilà un mois que les policiers ne décolèrent pas. Faut dire qu'en mai dernier, une voiture de police était incendiée lors d'une manif à Paris et un gardien de la paix attaqué à coups de barre de fer. Ensuite, il y a eu ce couple de policiers assassinés à leur domicile par un djihadiste dans les Yvelines. Et enfin, Viry-Châtillon, où quelques dizaines de jeunes ont organisé un guet-apens en brûlant une voiture et en caillassant les policiers qui tentaient de s'échapper. Alors forcément, même si ces manifs de flics sont illégales, pas étonnant que 90% des Français les trouvent justifiés. Si les policiers dénoncent le laxisme de la justice, pourquoi ne pas les croire? Après tout, il y a 2 ans, un haut gradé de la gendarmerie disait la même chose devant une commission parlementaire. Il y a 2 poids 2 mesures dans ce pays en termes de réponse pénale. Et cela dépend de la manière personnelle dont le magistrat voit l'exercice de sa fonction de magistrat. Mais jusqu'où faut-il soutenir les revendications des policiers quand ils réclament de pouvoir tirer sur un suspect à chaque fois qu'ils se sentent menacés? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Faudrait pas que ça devienne comme aux États-Unis. L'an dernier, les policiers américains ont abattu plus de 1000 personnes. Et comme par hasard, 40% des tués sont des Noirs, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population. Résultat, des émeutes ont éclaté à Charlotte ou à Milwaukee pour dénoncer le racisme de la police. C'est sans doute par crainte d'arriver au même résultat que le gouvernement refuse de changer les lois sur l'autodéfense des policiers. En raison notamment d'un contexte de violence inédit. En effet, à la moindre bavure, on risquerait d'assister à de nouvelles émeutes comme à Clichy-sous-Bois en 2005. Sauf qu'aujourd'hui, ce serait pire qu'il y a 10 ans. Car si les banlieues se sont radicalisées, les policiers aussi. En 2012, 30% des policiers votaient FN. Aujourd'hui, ils sont plus de 50%. En juin dernier, c'est Patrick Calvar, le patron de la DGSI, qui affirmait que la France est au bord d'une guerre civile. Mais pourquoi pas? Puisque d'un côté, les banlieues deviennent de plus en plus violentes et que de l'autre, les flics deviennent de plus en plus énervés. D'après vous, si on secoue tout ça, qu'est-ce qui pourrait arriver? Voilà, c'était la promo de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Cécile, bonsoir. Vous êtes officier de police judiciaire. Bienvenue parmi nous. Alors, évidemment, Cécile n'est pas votre vrai nom. Votre père était gardien de la paix. C'est un peu lui qui vous a transmis le virus. Mais vous avez attendu 26 ans pour passer le concours de gardien de la paix. Aujourd'hui, vous avez 16 ans de carrière et vous êtes en colère, comme la plupart des policiers français. Il y a des risques. Vous dites, on nous jette des objets des balcons, des pierres, des briques, mais aussi des baignoires et des machines à laver, jusqu'au jour où on vous tire dessus. Et là, vous dites, nos gilets pare-balles ne sont pas vraiment pare-balles. Vous manquez de lacrymo, vos bagnoles sont pourries. Enfin, on vous envoie au feu sans vous armer, quoi, en gros. Ben, on nous envoie au feu et puis en même temps, on nous explique qu'il ne faut pas faire de vagues. Il ne faut surtout pas les provoquer, il faut surtout pas... En fait, il ne faut surtout pas faire notre métier. Ouais. Il faut surtout pas se faire respecter, il faut surtout pas tout ça. Parce qu'on risquerait, on n'est pas assez professionnel, on risquerait peut-être de faire une bavure. Et dans ces cas-là, ben, on se laisse faire alors. Regardez les collègues de Viry-Châtillon, ils étaient enfermés dans les voitures. Je pense, pour être fonctionnaire de police, qu'ils ont dû se demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on est en légitime défense? On sort le pétard, on sort pas le pétard? Je suis sûre qu'ils se sont posé la question pendant qu'ils étaient en train de cramer. Mais non, on laisse faire. Ben, allons-y, laissons faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, Julien? Parce que ça, là c'est grave quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, si les policiers ont peur, nous, on a encore plus peur, quoi. Tu vois, le métier de policier aujourd'hui, c'est un métier difficile. Ouais. Il y a une radicalisation, il y a une violence qui est présente dans toute la société, qui se cristallise dans un certain nombre de cités. Il y a un armement d'un certain nombre de délinquants qui aujourd'hui... Mais c'est pas nouveau, hein. Je signale que j'ai écrit un livre en 2000 c'est pour ça qu'on qui s'appelait État de violence, qui disait déjà un jour ils vont tirer. Oui. Bon, le problème c'est que dans les 3 années qui viennent de s'écouler, la priorité des investissements, elle a été, il faut être honnête, dans la lutte contre le terrorisme. Donc il y a aujourd'hui un rééquilibrage à faire pour permettre de mieux équiper, de mieux redisposer, de mieux redéployer, de mieux encadrer aussi les policiers dans ces quartiers difficiles. Par exemple, moi je pense qu'on a commis une erreur à Grigny. Je connais bien Grigny, j'ai été pendant un certain temps l'élu. Je connais ce quartier, je sais pourquoi la caméra était là. Pas pour surprendre le trafic d'ailleurs, pour regarder qui rentre dans la cité, pour aller chercher les choses. Je pense que dans les 2 jours qui auraient suivi, on aurait dû déployer la force publique massivement dans la cité. Et qu'on a trop attendu. Quand vous dites la force publique, parce qu'à partir du moment où les policiers sont mal armés, comme on vient de le voir, et les gens leur tirent dessus, est-ce qu'on ne devrait pas envoyer l'armée? Mais regarde à Grigny, parce que la question, c'est pas un armement. Parce que les voyous qu'on a en face de nous sont des voyous intelligents.
c'est pas ceux qui ont été lancés des cocktails Molotov, c'est pas les voyous, c'est les petits jeunes, ce qu'on appelle les chauffeurs. Et ils savent qu'ils ont moins de 18 ans, donc ils savent qu'ils vont passer à travers les mailles du filet. Et pour les policiers, ça aurait été un drame de tirer sur des gamins de 16 ou 17 ans. Vous pensez réellement que ça fait partie de nos missions de garder une caméra ? C'est la question que j'avais posée, c'est que... La question que faisaient des flics à garder une caméra ? Vous pensez qu'on n'a pas d'autre chose à faire que de garder une caméra ? Vous voyez, j'y arrivais, je disais que je pensais justement que cette caméra, elle ne servait pas à grand-chose, mais ça, c'est l'illusion, parce que j'ai vécu ça, l'illusion de toutes ces histoires de caméras, etc., qui se substituent aux hommes. Non, mais c'est pareil, excusez-moi, mais quand j'entends notre très cher Premier ministre qui dit « Ah, des policiers se sont fait cramer, on va leur mettre des tenues unifigées », ça veut dire quoi ? Ça veut dire on met des tenues unifigées, allez-y, vous pouvez nous lancer les cocktails Molotov dessus ? Je vous ai dit, je pense que c'était pas la bonne réponse. Moi, non, c'est pas la bonne réponse. Très clairement, c'est pas la bonne réponse. Je pense que l'erreur qui a été commise, c'est que dans les 2 jours, mais là, c'est pas moi qui suis ministre de l'Intérieur, il fallait investir, non pas avec l'armée, parce qu'on a les forces de police nécessaires, les compagnies de CRS. Et pourquoi pas l'armée ? Parce que on rentre dans une logique. Parce que ça vous choque. C'est là, mais voilà, c'est ça que les Français vous reprochent. C'est-à-dire que s'il y a des cités dans lesquelles on ne peut pas rentrer, on envoie l'armée. C'est qu'on va envoyer quoi ? Des chars avec des mitrailleuses, on va détruire les banlieues. Les moyens, c'est les policiers, c'est la justice, parce que l'important, c'est de sanctionner, c'est d'arrêter les coupables, c'est pas de taper n'importe comment. Donc les moyens, c'est redéployer des compagnies là où il en faut, des policiers expérimentés. Et l'armée, c'est des jeunes de 20 ans qui vont envoyer dans les cités. Ils vont faire quoi ? Ah ouais, c'est leur boulot, c'est n'importe quoi. Là, t'es en train de dire n'importe quoi. Mais pas du tout. Excuse-moi, tu dis n'importe quoi. Pas du tout. Cécile, est-ce que je dis n'importe quoi ? Non, moi je suis entièrement d'accord. Au bout d'un moment... Vous préférez que ce soit l'armée plutôt que la police qui aille dans les cités ? On peut travailler ensemble. Il faut arrêter la guerre aussi entre l'armée, la gendarmerie, la police, etc. Il faut cesser tout ça. Il faut bosser ensemble. Quand je vois qu'actuellement, avec le mouvement qui se fait, le mouvement des policiers, que les gendarmes n'ont pas le droit de venir nous rejoindre parce qu'ils n'ont pas le droit, parce qu'ils sont militaires, alors qu'ils n'en peuvent plus. Ils souffrent en silence, les gendarmes. Quand vous voyez les pompiers qui se font caillasser, les pompiers, ils ne sont pas là pour faire de la répression. Ils sont là pour protéger les gens. Nous, on est là. Oui, on est mal vu. Forcément, on est mal vu parce qu'on arrête le premier citoyen lambda qui a fait 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée et on le sanctionne, lui. Alors que les autres, on n'a pas le droit de les sanctionner. On n'a pas le droit de les toucher. Justement, même si Christiane Taubira a quitté le gouvernement, on est dans l'idéologie Taubira. Il y avait des peines planchées pour les agresseurs de policiers, ça a été supprimé. Les mineurs, on n'a pas le droit d'y toucher. La légitime défense, il ne faut surtout pas faire de légitime défense. Les procédures pénales, avant, il fallait un PV pour mettre un mec en garde à vue. Maintenant, il en faut 5 avec des paperasses. Moi, ces gens-là, je les respecte. J'ai pas envie que c'est pas de la chair à canon, les policiers. Mais t'es pas le seul à les respecter. Pourquoi tu t'attribues soi ? Tu crois que moi, je les respecte pas ? Écoute, tu crois que je les respecte pas ? C'est parce que je suis pas d'accord avec toi que je les respecte pas ? Bon, alors pourquoi tu te donnerais, toi, le beau rôle ? Moi, je respecte les policiers. Moi, j'essaye de défendre une société où il y a ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit, c'est pas rien. Est-ce que les mecs qui leur tirent dessus, ils respectent l'état de droit ? mais les mecs qui leur tirent dessus, il faut les arrêter, évidemment. Mais on les arrête pas. Et quand on les arrête, ils ressortent au bout de 15 jours. Tu le sais très bien. Mais là, t'es en train de... tu le sais, mais tu le sais. Mais non, mais là, t'es en train de me raconter n'importe quoi. Eh ben non. N'importe quoi. Les mecs ressortent. Mais non, les mecs qui ressortent sont les dealers. Les mecs qui tirent sur les flics, ils ressortent pas. Excuse-moi, va dans un tribunal, va regarder les peines qui sont prononcées et tu vas découvrir ce que c'est. Je dis pas que tout est simple, je dis pas que tout est facile, mais il faut pas dire non plus qu'il se passe n'importe quoi. Il y a jamais eu autant de condamnations que depuis ces 5 dernières années. La seule réponse que le gouvernement a trouvée, c'est dire tout ça est manipulé par le Front National. Non, moi j'ai pas dit ça. Est-ce que vous êtes Front National ? Est-ce que vous êtes Front National ? Non, ben voilà. Mais moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai pas dit ça. Je pense pas que c'est une manipulation des Front National. Je pense qu'il y a. Je pense justement qu'il y a un malaise. Je l'ai dit. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par le reconnaître. J'ai commencé par dire qu'il y a un malaise. Mais non, j'ai commencé par dire voilà la manière dont il faut redéployer les choses. Mais tu veux pas l'entendre parce que ton truc à toi, ta grille de lecture, elle est simple et elle est simpliste. Et avec ça, je suis pas d'accord. Quelles seraient les 3 mesures ? Voilà, très bien, Marianne. Honnêtement, les 3 premières mesures urgentes que toi tu connais sur le terrain, c'est ça. Très bien. Tu les connais toi les solutions. Tout à fait. Déjà, c'est très clair qu'il faut revoir l'ordonnance de 45. L'ordonnance de 45, c'est ce qui régit les mineurs. Les mineurs de 1945 ne sont pas les mêmes mineurs que de 2016. C'est très clair. Aujourd'hui, un mineur est totalement capable d'aller tuer n'importe qui. À une époque, il y a une démission totale des parents. Les profs se font casser la gueule, les flics se font casser la gueule, les pompiers, les infirmières, tout le monde. Si on était un peu plus strict
avec les mineurs dès le départ, déjà, les mineurs sont les adultes de demain. Donc déjà, les choses changeraient. En deux, il est certain d'une chose, c'est qu'il faut revoir toute la procédure pénale. Aujourd'hui, oui, on va dire il manque des flics, etc. On pourrait être en nombre plus ou moins suffisant, mais si on allégeait cette procédure pénale, la procédure pénale, c'est énorme. On nous en demande toujours beaucoup plus, pour pas grand-chose finalement. Ensuite, bien évidemment, il faut du matériel. Il faut du matériel. On est actuellement, qu'on le veuille ou non, on est en guerre. On est en guerre, il faut du matériel et il faut nous donner les moyens de pouvoir nous faire respecter et de pouvoir rentrer dans ces cités en toute sécurité et ne pas subir ce noyau, ce petit noyau qui bouffe la vie, même des gens qui vivent dans ces cités qui en ont marre, qu'on nous donne les moyens, que ce soit juridique, que ce soit au niveau de l'armement, que ce soit dans tous les cas, qu'on nous donne les moyens de pouvoir rétablir les choses. Très bien, ben voilà. Julien, un mot. Sachez, l'ordonnance de 45, c'est pas un tabou. Elle a déjà été modifiée 27 fois. 27 fois. On peut mais la question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice des mineurs? Est-ce qu'on doit traiter les mineurs comme les adultes? S'ils tuent comme les adultes... Non, mais c'est une question qui a été posée et on considère, notre société moderne considère que le mineur, on peut peut-être le remettre encore dans des rails et c'est pour ça qu'on a une justice particulière, parce que c'est pas un adulte. Qu'il faille une justice plus dure, qu'il fasse peut-être justement que les centres de détenus des mineurs soient plus stricts comme qu'ils ne le sont aujourd'hui, c'est possible, c'est une discussion. Je ne la ferme pas, je dis attention, je maintiens qu'il faut quand même une justice spécifique pour les mineurs. Voilà, premier aspect des choses. Deuxièmement, sur les moyens. Sur les moyens, moi je ne pense pas qu'il faille se lancer dans une fuite en avant sur les moyens. La question qui est posée, c'est d'abord et avant tout d'avoir dans les cités une police judiciaire de proximité qui fasse que les procédures se tiennent. Et par ailleurs, ce qui a été supprimé et qui nous a coûté très cher, c'est ce qu'on appelle les renseignements généraux. Parce que quand on a restructuré l'appareil de renseignement, on a mis tout sur la lutte contre le terrorisme. Or, on avait des renseignements généraux de qualité qui avaient pénétré les réseaux des cités, qui donnaient les informations, qui permettaient que lorsque les policiers investissaient les cités, ils savaient où ils allaient et ils tapaient juste. Qui a fait ça? C'est le président de l'époque, qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Mais il faut le dire. Ah ouais, mais bon, je vais pas faire de la polémique si je dis ça. Mais c'est pas de la polémique, il nous explique qu'il est formidable toute la journée. Moi, je veux pas rentrer là-dedans. Bah oui, moi je rentre là-dedans. Non, mais toi, c'est tant mieux si tu fais campagne électorale. Je suis électeur, c'est normal. Voilà, tant mieux si tu fais campagne. Voilà, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est évidemment, il faut respecter les policiers. Et je pense que ça, c'est un des problèmes qui est posé, c'est effectivement qu'une partie de la magistrature ne prend pas en considération la situation des policiers. Cécile, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Bonsoir les terriennes. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Marianne James, de Julien Drey, des Chevaliers du Fiel, d'Olivier Roustin et de Laurent Baffy. On passe maintenant à notre deuxième Théotope. Marianne James, rebonsoir. Alors Marianne, vous n'arrêtez pas. Vous êtes ici ce soir, j'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière, avec 5 promos. 6. Aïe. Bonne nouvelle pour ta copine, on a retrouvé la bague de Kim Kardashian. D'abord, dans le domaine du spectacle, il y a Miss Carpenter. Dans le domaine du cirque, il y a le gala de l'Union des artistes. Oui. Dans le domaine de l'édition, il y a Tous au lit. Oui. Dans le domaine de la télévision, il y a Prodige sur France 2. Et dans le domaine de l'échangisme, il y a la soirée de samedi prochain, la fameuse soirée du 19. Que tout le monde connaît, évidemment, à Paris. Alors, on commence avec Miss Carpenter, mise en scène de Eric Emmanuel Schmitt. 10 ans après la cantatrice Ulrika von Gloth, vous revenez avec un personnage extravagant, Miss Carpenter, une vieille star du XXe siècle qui essaie de retrouver du boulot. Vous dites,
c'est un mix entre Marilyn Monroe et Tati Daniel. Absolument. C'est une femme qui a été riche, jeune, adulée, belle, sexy, et qui n'est plus tout ça. Elle est que blonde. Elle était blonde dans les années 60. Elle est toujours blonde. Elle est toujours blonde. Alors, sous peine d'être radiée du Pôle emploi, Miss Carpenter est obligée de repasser ses auditions. C'est un humour un peu queer, un peu bitchy quand même. Oui, bitchy, queer, grâce à Sébastien Marnier, avec qui j'ai coécrit ce spectacle. On pense à Priscilla, folle du désert. Moi, je ne suis pas un travesti, parce que je pense que je suis une vraie fille. Mais, révélation. Je suis une vraie fille. Ich habe eine foufoune. Oh, regarde, à quoi ça ressemble? Non, ce n'est pas André Carpentier, c'est Carpenter, Miss Carpenter. Je suis Miss Carpenter, je suis mystérieuse, missile tellement misérable. C'est la mémoire d'une certaine idée d'Hollywood qui aurait disparu implacablement. Tu ne dis rien. Quoi? Tu réfléchis? Est-ce que je suis drôle? Miroir réfléchit. Est-ce que Une interview pour qui? Vogue, Paris Match, Paul. Pôle emploi? Et voilà, Miss Carpenter en tournée dans toute la France. Alors, après l'allemande Ulrika, après l'américaine Miss Carpenter, la prochaine sera italienne. Elle sera italienne. Ce sera Russo, rosso. Ouais. Je me rapproche de la racine familiale. Hein. Oui. Ma mère est d'Italie. Hein. Alors on continue les promos. Florent Pagny. Oui, bravo. Pavarotti. On continue alors gala de l'Union des artistes le 22 novembre sur France 2. Alors c'est des vedettes qui présentent des numéros de cirque. Et vous êtes Madame Loyal. Madame Desloyal, exactement. Ah, d'accord. Nous, on est un peu désolés avec Laurent parce que pourquoi nous vous nous ont êtes pas venu demandé de faire Pipo et Mario. Mais non, on adorerait nous faire les deux clowns. Non, j'aimerais bien un numéro de couteau entre vous oui, deux. Si tu je sais lancer les couteaux. Il y a le livre qui s'appelle Tous au lit. Alors, c'est pas du tout un livre sur l'échangisme, on n'y est pas encore. C'est un livre pour endormir les enfants. Il y a un disque dans lequel vous êtes Tati Jambon. Oui. Et moi, je croyais que Tati Jambon, c'était Véronique Geneste. Mais attendez, non, Tati Jambon d'abord, parce que dans ma famille, on m'appelait Tati Jambon. Ah oui? Voilà. Le but, c'est de faire dormir les enfants, parce que l'endormissement pour un enfant, c'est vraiment compliqué. Il s'est éclaté comme un dingue avec ses parents, et tout d'un coup, les parents disent on aimerait avoir une vie, nous aussi. Donc t'es gentil, maintenant tu vas te coucher. Un calva, un style Knox, et ça marche. Voilà. Alors justement, Tati si ça ne marche pas, il y a plusieurs solutions. Voilà, il y a des solutions. Il y a le calva, il y a le Valium dans la compote. Voilà. Et il y a les chansons de Benjamin Biolay. Alors, non, franchement, il est vachement bien, Benjamin. Alors, je vois pas pourquoi. Pour s'endormir, il est génial. Non, c'est au-delà de ça. Alors, en fait, c'est une sorte de Mary Poppins sous exta, quoi. Elle est un peu ambiguë, cette Tati Jambon. C'est qu'on sent qu'elle a beaucoup voyagé, elle a du background, elle est un peu dingue. Et les enfants doivent se dire pourquoi cette grande et forte dame qui nous entoure de tout son amour est plus dingue que nous. Donc les petits s'interrogent parce qu'on les entend dedans. Il y a deux petits, une petite fille et un petit garçon qui répondent. Et c'est vraiment pop. La musique est pop, il y a du reggae, il y a du rock. Alors on continue vos promos parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Prodige, l'émission qui recherche des nouveaux talents enfants dans la musique classique. Évidemment, excellente émission, vendue d'ailleurs à l'étranger. L'émission existe en Chine, mais on voit des gosses qui fabriquent des iPhones, en fait, dans la version en chinoise. 10 secondes, il y a un concours, oui. Non, elle existe en Italie. Prodigio, elle existe en Italie. Très bonne émission. Et en Allemagne, bientôt. Faites ça très bien. Regardez, c'est un programme français. Eh oh, c'est français, les amis. Ben, je sais. On est capable d'exporter des émissions. Et puis, il y a votre soirée échangiste, alors, le samedi 19. Alors vous avez déclaré. Oh, merci, c'est pour moi, merci, c'est gentil. Il y a un sens, hein. Vous avez déclaré l'échangisme est dans mes fantasmes, mais quand on essaie de le mettre en pratique avec un ou plusieurs partenaires, d'un seul coup la chair est triste. Il n'y a plus de magie. Mais qu'est-ce que c'est que ces partous, alors? Moi, je trouve que ça fait partie des fantasmes. Si on parle un peu avec les gens, l'échangisme, c'est pratiqué. Mais moi, Vous n'y arrivez pas? J'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir un truc à échanger. Ouais. Si tu arrives avec des timbres... Non, le problème, c'est que si tu es très, très amoureux de ton
de ton matou, le voir dans les patounes d'une autre femelle, c'est difficile. Ah oui. Moi, ça m'est difficile. Je sais pas, pour vous, la jalousie, mais moi, j'ai du mal. Ah oui. S'il m'aime, il faut qu'il soit avec moi. Ou alors, je veux pas le savoir. Il fait ce qu'il veut, il va s'échanger, il retourne à la boutique. C'est-à-dire l'échangisme, c'est dans vos fantasmes, mais vous n'arrivez pas à le mettre en mais il y a pratique. beaucoup de mes fantasmes que je n'ai pas réalisés. Et je trouve ça triste quand on les réalise. C'est pas... C'est ça, oui. Ils sont jamais aussi beaux que dans notre tête. C'est marrant, Pourtant, ça. nu dans la Sim Camille, quand même. Là, c'est un tube. Elle a déjà un bras dans la Le problème, c'est qu'il faudrait une voiture plus grande. Je rentre pas dans la Sim. Mais oui. Il faudrait le break, si vous avez... Et en plus, avec le levier de vitesse, on est un de plus. Alors, vous avez déclaré... C'est mon drame de ne pas être lesbienne, car je ne fais pas peur aux femmes. Est-ce que vous faites peur aux hommes? Oui, beaucoup. Ah, beaucoup, oui. pourquoi? Débordante, un peu comme le lait déborde, parfois collée en colère. Être connue, être et grande, et ronde, et chanteuse lyrique. Moi, je pense que je suis une peinture comme une huile, vraiment, à l'huile. Et je dois être à peine une aquarelle avec un homme. Je trouve que les garçons sont souvent fragiles. Oui. Voilà, ils sont vite dépassés. C'est vrai. Vous êtes vite dépassés. Et qui plus est quand tu es connu et que tu gagnes un peu plus d'argent qu'eux aussi. Ouais. Et le dernier m'a dit, au creux de mon oreille, il m'a dit, c'est difficile de vivre dans ton ombre. Et le lendemain, il était parti, je ne l'ai plus jamais revu. Est-ce que c'est lui, là? Je l'adore. Non, c'est pas lui. Il est vraiment mignon. Jean-Paul Gaultier? Il est vraiment mignon. Vous dites en J'adore. ce moment, je ne fais l'amour qu'à la caméra. Oui, pour l'instant, oui. Mhm. Un autre fantasme, peut-être? Un autre fantasme. Avec des animaux? Alors, dans l'avion, c'est déjà fait. Avec des animaux, Oui, avec un percheron, alors. Ça sera le percheron. Avec un percheron. Non, ce que j'aime, vous savez Moi, ce je que fais le percheron. Pas de problème. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, attention, alors Marianne, vous avez grandi avec un père pâtissier, chocolatier, nougatier. Vous lui en voulez de ne pas avoir été poissonnier ou volailler? Non, pas du tout. Non. Je lui en voudrais jamais. Vous dites, j'ai calculé, au total, j'ai perdu 140 kilos au cours de ma vie. Le problème, c'est que vous avez retrouvé, quoi. Exactement. Ouais. J'ai pratiquement, à équivalence, perdu exactement le poids que je fais aujourd'hui, avec le nombre de kilos. Je les ai comptés, Ouais. c'est noté. Voilà. 140 kilos. À force d'en perdre 20, et encore 20, et encore 15, encore 10, Et encore ça 20 revient tout. inexorablement. Et ils reviennent plus sévères. Vous dites, la beauté intérieure finit par se voir. Toujours, oui. Mon bonheur apparaît sur mon visage. C'est mieux que le bistouri. Je trouve. Je suis d'accord avec vous. Je trouve que le chant, la pratique du chant et la pratique du bonheur, du rire, une journée sans rire, c'est une journée de foutu, franchement. Ça, c'est vrai. Non, vous êtes de gens ne rigolent très pas. en forme, très... Mais Vraiment. ça va bien. On me fait enfin confiance. Il a fallu que je passe mes 50 ans pour avoir des programmes que j'aime présenter en télévision. J'ai toujours du succès sur scène. Je vous souhaite vraiment ça à tous, sincèrement. Tout va vraiment, sincèrement. Et maintenant, nous passons à notre T'es qui toi de la semaine. Olivier Roustin, bonsoir. À 24 ans, vous êtes devenu directeur artistique de la maison de couture Pierre Balmain et vous en avez fait une marque planétaire grâce à votre talent, bien sûr, mais grâce aussi à vos égéries venues de la pop culture, Kanye West, Kim Kardashian, Beyoncé, Rihanna, et ce soir, les Chevaliers du Fiel. Non, c'est pas celui-là, mettez... Alors, est-ce que vous feriez un selfie avec Eric et Francis? Ça ferait un point commun entre Beyoncé et les Chevaliers du Fiel. C'est assez inattendu. Mes parents les adorent, je les ai vus. Bon, là, je donc vous l'avais le vu. ferez après l'émission. Ouais. On va le faire avec grand avec plaisir. Alors, ils seront à New York, donc le 13 décembre. Vous pourriez organiser un dîner avec les Kardashians pour eux? Why not? Alors, Olivier, vous êtes né sous X, le 13 septembre 1985. À l'âge de 1 an, vous êtes adopté par un couple de Bordelais. Lui est technicien au port, elle est opticienne. Elle a eu un cancer des ovaires à 17 ans, elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais ils adoptent un métis.
C'est un acte fort. Très fort. Alors, quand vos parents vont à l'orphelinat, les gens disent, attendez, vous êtes sûr de vouloir adopter un métis? Il y a plein de blancs. C'est quand même génial. C'est vrai. Alors, enfant, vous êtes solitaire et rêveur. Dans votre chambre, vous dessinez des personnages, vous inventez des histoires, vous imaginez que vous êtes né dans une famille royale, que votre mère est des princesses. Oui. Bah oui, parce qu'on oublie toujours, on a l'impression que quand on grandit et qu'on est adopté, on a une famille voilà, qui nous ont donné de l'amour et c'est incroyable, mais après, quand on est gamin, on assume beaucoup de choses et on affronte beaucoup de personnes. Donc à la place de penser que sa mère est une pute, en effet, on préfère choisir que sa mère est une princesse. Ouais. Vous avez 11 ans quand vous vous bagarrez avec un garçon qui vous traite de bâtard, et vos parents vous expliquent, et ils ont cette phrase que je trouve absolument extraordinaire, « Tu n'es pas le fruit de notre sang, mais certainement celui de notre amour. » C'est bon. Oui, je pense que ma mère était stérile, donc elle ne pouvait pas avoir de gamin, et mon père était complètement amoureux d'elle. Donc au final, voilà, ils ont fait le choix de l'amour et d'adopter un enfant. Donc, ils ne sont pas gourés en même temps sur l'enfant. Ouais, ça va. Quand on voit ce que vous êtes devenu, je trouve qu'ils ont... Ils se sont dit, alors lequel pourrait nous rapporter le plus de fric? Ils ont eu du nez. C'est le bon poulain, ouais, je pense. Ouais. Dès le collège, vous vous passionnez pour le monde de la mode. Vous commencez à dessiner des vêtements très très jeunes. Oui. Hein. Vous passez des dessins d'enfants aux robes assez rapidement. Oui, assez. Je dessinais beaucoup de robes et de costumes dans ma chambre quand j'étais gamin. Et puis après, voilà, j'ai décidé de faire de la mode. Alors, vers 13 ans, vous découvrez que vous avez surtout des copines. Et quand vous regardez Alerte à Malibu, vous préférez David Charvet que Pamela Anderson, quoi. J'en étais sûr. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est horrible, en plus, quand on se rend compte. En plus, je faisais beaucoup de foot. Donc c'est horrible de se dire qu'à la fin, quand on rentre dans les vestiaires, on se sent mal à l'aise parce qu'on se rend compte de notre orientation sexuelle. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont ce cap-là où ils doivent réfléchir et se dire waouh, j'ai une orientation sexuelle et c'est celle-là. Donc, et ça arrive à un certain moment de la vie où c'est pas forcément évident et on s'en rend compte, voilà. Par exemple, quand je faisais du foot. Mais c'est dur quand même, parce que dans les toilettes du collège, il y a marqué Olivier Pédé quand même. Ah oui, ou sur les tables, écrit comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça. Ouais. Donc... faut assumer. C'est pour ça que c'est bien que vous en parliez, parce que oui, je pense. Ceux qui nous regardent doivent se dire, bah, finalement, c'est pas si grave que ça, et ça n'est pas grave, il faut le dire. Voilà. Alors, peu importe, vous continuez à donner le meilleur de vous-même, très bon élève. Et alors, il y a un truc que j'avais pas compris. C'est quand tu es adopté, tu as peur qu'on te ramène à l'orphelinat. Oui. Et effectivement, vous donnez le meilleur de vous-même, vous vous dites, si je suis pas bien, ils vont me ramener là-bas. Il y a un manque de confiance en soi. Enfin, je pense que chaque parent, même vous le premier, vous devez apprendre à votre enfant quand il naît qu'il n'y a rien qui peut détruire l'amour que vous avez pour votre gamin. Et quand vous naissez sous X, vous avez déjà toutes ces règles qui sont complètement confondues parce que vous dites au final, une mère peut abandonner son enfant. Donc vous avez du mal à faire confiance à celle qui arrive après, quoi. Vous n'avez jamais cherché à retrouver votre vraie maman? Ouais, j'ai essayé. Et alors? Bah, c'est pas évident parce que quand on part à la DAS, en fait, on se rend compte qu'on a un autre nom, on a un autre prénom, c'est une autre histoire. Et c'est pas évident. Et en fait, je pense que ce qui me faisait le plus peur, c'est que de rien trouver plutôt que de trouver quelque chose. Parce qu'au final, j'avais la chance de trouver quelque chose. Je sais que ça pourrait m'aider pour mon futur, mais je pense que de faire rien trouver, c'est encore plus dur parce que ça veut dire que je dois vivre le reste de ma vie. Ouais. Quand vous êtes devenu connu, jamais personne s'est manifesté? Non, et vous savez, à chaque fois, je me pose cette question. Ben oui. En même temps, comment ils peuvent savoir? Ah, tu vas avoir des appels, là. Alors, à l'époque, votre seule révolte, c'est le look. Vous avez un look prépi, un peu collège américain. Ça a été votre façon de dire fuck you, quoi. Oui, on a tous sa façon de s'exprimer. Moi, c'était mon look, d'où les insultes au Bien collège. sûr. Alors, vous obtenez votre bac L avec 2 ans d'avance. Voilà. Ah ouais. En trichant. Oui. Fac de droit ensuite, ça vous plaît pas. École de mode, ça vous plaît pas. Vous abandonnez. Et là... Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et là, vous décidez de vous envoler vers l'Italie. Vous êtes fou d'amour pour un garçon qui habite là-bas. Alors vous dites pas la vérité à vos parents, vous leur dites que vous faites un stage un stage de haute couture à Rome. En fait, vous faites du shopping toute la journée. Ouais, je vis la Dolce Vita. Je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin. La Dolce Vita. C'était la Dolce Vita. La Dolce Vita. Et avec quel argent?
L'argent de mes parents, au tout début. Ouais, à un moment, quand même, vos parents, ils vous ont coupé les vivres. Hein. Ouais, donc j'ai dû faire danseur dans une boîte de nuit. Et voilà. Et là, vous devenez danseur, mais pas, attention, pas go-go boy, hein. Non, j'étais habillé. Habillé? Oui. Bon, voilà. Promis. Oui, non, mais je Papa, maman, si tu me regardes, j'étais vraiment habillé. Il était vraiment habillé, il était, comme on dit, danseur d'image. Voilà, enfin bon. exactement. Avec une barre Oui, avec une petite avec barre. la barre. Ah, Paul Oui, Dancing. il est habillé quand même. Il est habillé. D'un string. C'est plus dur. Non, j'étais habillé avec des pantalons. Sa barre était cachée, mais habillé. La barre était devant moi, je t'assure, Laurent. Oh, Laurent, arrête-toi. Boum, dans ma gueule. Alors voilà, en 2003, vous avez 18 ans et vous intégrez la maison Roberto Cavalli. Voilà, 5 ans plus tard, c'est lui qui crée les collections. Le mec est quand même assez doué. En 5 ans, il est devenu le designer. Et là... C'est le drame. Vous découvrez que le garçon que vous êtes allé rejoindre en Italie vous trompe. Oui. Est-ce que ça vous a fait de la peine? Oui, c'est une infidélité, donc je l'ai découvert. Et ce qui est le plus dur, c'est pas forcément que les gens soient infidèles, c'est quand ils le reconnaissent pas, je crois. Ouais, donc évidemment, vous vous séparez. D'abord, je casse tout l'appart. Oui, c'est vrai. Oui. C'est un minimum, hein. Ah, c'est chouette, ça. Et là, alors, en 2009, en plein chagrin d'amour... C'est le conte de fées. Magic, vous êtes contacté par le directeur de la maison Balmain. Oui. 2 ans plus tard, le directeur de Balmain fait un burn-out. Et Olivier récupère la direction artistique de cette maison de couture, quand même Balmain, qui a habillé Ava Gardner, la reine de Thaïlande. Joséphine Baker, Audrey Hepburn. Première collection, triomphe planétaire. Ouais. Waouh. Vous devenez une star de la mode et aussi star des réseaux sociaux. Parce que vous avez 4 millions d'abonnés sur Instagram. C'est-à-dire que dès que vous dites 4 millions de gens qui sont au courant immédiatement, tu te rends compte, Juju? C'est autre chose qu'aller coller des affiches la nuit, hein. C'est vrai. Et votre secret, en fait, et ça c'est nouveau, c'est un mélange de haute couture et de culture hip-hop. Oui. Comme vous dites, j'étais très très jeune quand j'ai obtenu le poste de directeur artistique, qui était vraiment dû à la méritocratie, quelque chose qui, je pense, est vraiment important à mentionner en France, parce qu'on ne fait pas forcément confiance à un gamin qui a 24 ans. Ouais. Donc le fait qu'on ait cru en moi, c'était incroyable. Et à partir d'un moment, j'ai voulu croire aussi en moi et en ma génération. Donc j'ai écouté toutes les stars qui sont devenus mes amis et qui m'ont beaucoup inspiré, influencé, qui sont devenus mes égéries, mes ambassadeurs, ambassadrices. Alors aujourd'hui, donc, le chiffre d'affaires de Balmain a été multiplié par 4, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à Olivier. Alors en échange de quoi vous avez une vie monacale? Je travaille beaucoup. Levé 6h30 du matin, couché 23h, 1h30 de sport par jour. Tout à fait. Voilà. De la boxe. Voilà. Je boxe. Vous pourriez faire un match. Ah, mais on pourrait se battre, oui, enfin gentiment. Alors, il n'y a qu'un problème, c'est que vous êtes toujours célibataire. Mais en fait, je sais pourquoi, parce que vous dites celui qui partagera ma vie devra m'accepter avec Balmain. Bah tant pis, hein. D'accord. Combien de chiffres d'affaires? Tant pis. 120 millions. Ouais, c'est pas grave. Et quel succès quand même, non? Oui, non, mais c'est incroyable. Je suis hyper heureux. Heureusement qu'il vous a trompé, l'Italien, finalement. Ah, finalement, c'est ce qu'il me dit tous les jours. Tu devrais vraiment me remercier, quoi. En tous les cas, bravo. Merci. Je vous félicite. Voilà, c'était la B3 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Bonsoir les terriennes, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Marianne James, de Julien Drey, alias Juju, des Chevaliers du Fiel, d'Olivier Roustin, de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure de Guillon 2017.
Ah ouais. Good evening, everyone. Welcome to C8. You're watching Hello Earthling, a show starring Thierry Ardisson, Laurence Baffay, and your host, Stephen Gillen. Today we shall return to Loft. The show must go on. Mercredi matin, le président François Hollande a réagi à l'élection de Donald Trump. Je voudrais tout d'abord saluer l'élection de M. Trump, qui a été élu démocratiquement. Même si les désaccords sont profonds, il faut continuer le dialogue. C'est pourquoi j'ai choisi de nommer comme nouvel ambassadeur de France aux USA une personne qui partage les mêmes valeurs que Donald. L'amour de la race blanche, la haine de l'étranger, et qui est capable, en un seul tweet, de fouler aux pieds toute valeur humaniste. Il s'agit de Madame Nadine Morano, née Pucelle. Elle partira dès demain matin. Vive la France et vive la République. Alors, elle est vraiment née Pucelle, Nadine, parce que parfois les gens pensent qu'on invente. Non, non, c'est Nadine Pucelle, c'est son vrai nom. Ah oui. Malheureusement, depuis, elle s'est reproduite. D'après le généalogiste Jean-Louis Bocarno, en remontant 23 générations en arrière, on découvre que Hillary Clinton et François Hollande sont cousins. Et ben voilà, tout s'explique. Cousin de François Hollande. Remporter la présidence des États-Unis avec un tel handicap, c'est impossible. Il est content. Il est content. Il est content. On passe à la politique française. Déclaration de Nicolas Sarkozy à propos des menus de substitution dans les cantines scolaires. Je n'accepte pas qu'il y ait des tables de juifs et des tables de musulmans. Si un enfant ne veut pas de jambon à la cantine, il prendra une double ration de frites. Oh putain! Double ration de frites? À ce tarif, tous les enfants vont dire qu'ils sont juifs ou musulmans. Mediapart publie un SMS de Rachida Dati envoyé à Brice Hortefeux. Salut le facho, soit tu me lâches, soit je vais dénoncer l'argent liquide que tu as perçu pour organiser des rendez-vous auprès de Sarko quand il était président, tes relations tout aussi liquides avec ta kédine et l'emploi fictif de ton ex à la caisse d'épargne. Je ne te lâcherai pas, espèce de voyou. Ah! On a hâte que tous ces gens reviennent au pouvoir. Dati, Sarko, Hortefeux, les tontons flingueurs, la gouaille. Si c'est Juppé, Juppé qui fait du vélo, qui danse dans les maisons de retraite, qui est ami avec Michou, Juppé, on va se faire chier. En Arabie Saoudite, les hommes se plaignent d'être harcelés par des femmes dans les magasins. On peut voir des photos de femmes faisant leurs courses en Arabie Saoudite? Ah, les salopes, les salopes. Non, c'est vrai que c'est dégueulasse, on voit leurs yeux, leurs mains, faut les couvrir complètement. On peut voir une photo d'une femme faisant ses courses en Afghanistan? Ah ben voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. En tout cas, c'est pas facile d'être un homme en Arabie Saoudite, parce que dans les magasins, les femmes te harcèlent. Donc toi, du coup, tu dis bon, c'est pas grave, je reste à la maison, je vais faire l'amour avec un copain, avec mon voisin, et là, chut, il te décapite. Il n'y a pas de solution. À la fin des années 70, alors qu'il se trouvait sous la tente de Mouammar Kadhafi en plein désert, Frédéric Mitterrand a reçu des avances sexuelles de la part du guide libyen. Très lyrique, comme à son habitude, Frédéric a raconté la scène à nos confrères d'Europe 1. Bonsoir. Perdu au milieu du désert libyque, harassé par la fatigue d'un voyage à dos de chameau, bercé par les youyous enfiévrés de jeunes Amazones,
Comment refuser l'accolade virile d'un jeune colonel prénommé Muammar? Comment imaginer que ce militaire chamarré d'or, ce mélange de Rudolf Valentino et de Peter O'Toole, deviendrait quelques années plus tard un monstre bouffi d'alcool, violeur d'enfants et assassin de Lockerbie? Empreint d'un pressentiment soudain, sorte de prémonition divine, je repoussais mon amant berbère, enfilais une djellaba et quittais prestement son antre, refusant ainsi de devenir princesse du désert et première dame de Libye. Bonsoir. Excellent. L'ancien chef du renseignement militaire libyen déclare avoir personnellement supervisé le transfert de 5 millions d'euros pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on imagine 30 secondes que j'aurais fait financer ma campagne électorale par quelqu'un qui aurait fait des avances sexuelles en plein désert à Frédéric Mitterrand? Mon ministre de la Culture, ça n'a pas de sens. De la même façon, est-ce qu'on imagine que j'irais demander de l'argent à Dominique Dessaigne, patron de groupe Barrière, qui a mis enceinte Rachida Dati en pleine garden party? C'était pas la tente de Bédouin cette fois-ci, c'était les toilettes du salon Murat. Jamais, jamais je ne ferai financer quoi que ce soit par les amants et les maîtresses de mes ministres. Jamais. Nos sexes et une business. Regardez ça. Il est bon pour sa dernière. Hein. C'est vrai, c'est le bouquet de mon dernier feu d'artifice. Un collectionneur achète une culotte ayant appartenu à Eva Braun, la maîtresse d'Hitler, pour 3200 €. L'identité de l'acquéreur n'a pas été révélée. Quelques indices pourtant ont fuité. Il s'agirait d'un homme brun habitant Béziers et prénommé Robert. Grand fétichiste, Robert collectionne les dessous ayant appartenu à des blondes racistes et xénophobes. Parmi ses plus belles pièces, le body de Nadine Morano et la guêpière de Marine Le Pen. On termine avec l'info la plus classe de la semaine. Robert Ménard, le maire de Béziers, a officiellement invité Donald Trump à visiter sa ville. Waouh! La première visite de Trump en France, à Béziers, accueillie par Ménard, ça peut avoir de la gueule. Pour lui donner une dimension encore plus historique, ce serait bien que Stéphane Bern commente l'événement. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Biterroises et Biterrois accueillent au cœur de Béziers, magnifique acropole antique construite par les Grecs, le 45e président des États-Unis. C'est dans cette ville envahie par les musulmans au début du 8e siècle que Robert Ménard, l'homme qui veut bouter les migrants hors de France et ficher l'ADN des crottes de chiens, reçoit Donald Trump, l'homme qui veut chasser les Mexicains, les chicanos et attraper les femmes par la chatte. Une merveilleuse rencontre dans une ville ô combien symbolique. Bonsoir les damoiseaux, bonsoir. Et voilà, c'était Stéphane Guillon. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène, à Paris, jusqu'à fin décembre. Olivier, merci d'avoir été avec nous. Et on passe maintenant à notre terrienne du samedi soir. Enda Ayari, bonsoir. Il y a un an, après les attentats que nous commémorons cette semaine, vous avez publié cette photo sur Facebook avec un message. À 20 ans, j'étais jeune et salafiste. À 39 ans, je suis une femme musulmane libre. Bonsoir. Bonsoir. Ça aurait été dommage de se priver d'une jolie femme. Je suis d'accord. Alors depuis
cette photo, il y a eu une pluie de louanges et aussi des torrents de haine. Aujourd'hui, vous publiez chez Flammarion « J'ai choisi d'être libre » et vous en parlez dans Salut les Terriens. Merci Enda. Alors vous êtes né à Rouen le 4 décembre 1976, père d'origine algérienne, et il travaille dans une usine de produits chimiques. Votre mère, d'origine tunisienne, est femme au foyer. Côté religion à la maison, on ne pratique pas. Et un jour, donc, votre cousine, Latifa, meurt électrocutée. Sa mort vous semble inadmissible et ça vous rapproche de la religion. Vous cherchez une réponse à ce drame. Oui, à ce moment-là, ça a été dans ma vie la première fois où je suis confrontée à la mort d'un être qui m'était très cher. À la maison, votre mère vous tape dessus. Ce qui fait que vous vous repliez sur vous-même, vous devenez solitaire, jusqu'au jour où vous rencontrez Sébastien. Alors ce Sébastien, en fait, est français. Il s'est converti à l'islam. Il vous explique les hadiths. Et vous, vous êtes assez scolaire. Vous recopiez tout ce qu'il vous dit sur un cahier, quoi. À 21 ans, vous êtes en licence de psycho. Et vous commencez à faire des rêves étranges. Vous vous voyez voilé, tournant et psalmodiant autour de la Kaaba à la Mecque. Je sortais de l'adolescence et donc j'avais une quête de pureté. Parce que ma mère était persuadée que je n'étais pas une fille sérieuse, que j'allais sortir avec des garçons. Finalement, j'ai décidé d'aller vers l'islam et de porter le voile. C'est plus une dimension militante que spirituelle, en fait, au départ. Oui, je me souviens, à l'époque, j'étais rebelle. Et puis aussi, j'avais une idée de la relation aux hommes qui était complètement faussée. En fait, je voyais tous les hommes comme des pervers, des prédateurs. Et donc, il fallait me protéger de ça. Et pour ça, le voile était vraiment le bon moyen. Et puis, quand vous entrez dans l'amphithéâtre à la fac, le fait d'être voilé, vous vous sentez supérieur. Non seulement supérieur aux catholiques qui sont là, mais aussi aux musulmans. Oui, il y avait une démarche un peu narcissique, c'est-à-dire que je me sentais un peu plus supérieure aux autres, et je voulais aussi appartenir à une communauté, être reconnue dans la rue en tant que musulmane. Et puis dans la cité aussi, vous êtes respectée, quoi. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, les garçons du quartier, quand ils me regardaient, me disaient « salam alaikum » et ils baissaient le regard, et je me sentais très fière à ce moment-là. C'est là, donc on est au printemps 1998, vous avez 22 ans, que votre vie va basculer. Vous vous rendez chez une fille dénommée Asnia, qui a 24 ans, qui porte le niqab, c'est-à-dire qu'il y a juste les yeux qui sont visibles. Elle est salafiste. Et elle vous explique, tu sais, la chanson Hotel California des Eagles, c'est une chanson sataniste. Ce soir-là, j'ai découvert que la société, c'était le diable, que le diable était partout et il voulait nous mener à notre perte. Voilà, et donc elle vous explique qu'il faut arrêter de traîner à la fac, qu'il faut vous marier et vous occuper de votre mari et de vos enfants et que c'est la seule chose à faire. Le lendemain, vous recevez un appel d'un certain Bachir. Donc vous comprenez qu'Asnia a joué l'entremetteuse, évidemment, elle ne vous appelle pas par hasard. Vous acceptez de le rencontrer, vous n'avez pas vraiment d'attirance pour lui. Ah non, pas du tout. Moi, je ne m'attendais absolument pas à cet appel téléphonique parce que j'avais expliqué à Asnia que je ne voulais pas me marier, que je tenais à continuer mes études tout en gardant le voile, mais sans me demander l'autorisation. Il s'est permis de donner mon numéro de téléphone donc, à ce Bachir. Voilà, et donc il m'a appelé aussitôt pour me proposer une rencontre en vue d'un éventuel mariage religieux. Il commence par vous expliquer qu'une femme ne doit pas travailler, qu'une femme... ne doit pas avoir son permis de conduire, et surtout, il finit par vous convaincre de l'épouser quand même. J'ai vraiment pensé que cette rencontre, c'était simplement une rencontre juste pour faire connaissance, et puis pourquoi pas quelques années après, peut-être envisager un mariage religieux, mais ça n'a pas du tout été le cas. Pas du tout. Vous partez en Tunisie pour vous marier, et au retour du mariage, vous faites une escale à Paris pour acheter des voiles, des djilbabs, des niqabs. Et à côté, il y a un magasin qui vend des livres où on prône la polygamie et la lapidation de la femme adultère. Oui, tout à fait. En fait, nous sommes allés dans un quartier à Paris, donc qui s'appelle Couronne, où là-bas, il y avait énormément de librairies salafistes. Et donc, c'est là qu'on a acheté beaucoup de djilbabs, des voiles, et puis aussi des livres de savants saoudiens, donc salafistes. C'est dans le 20e arrondissement.
Alors, votre mari, donc, porte la barbe, la djellaba, la calotte, et vous êtes assez séduite par son look. Vous dites, finalement, mon mec, il ressemble au prophète, quoi. Exactement. Vous allez là passer quelques jours chez sa mère à Roanne, avant qu'il reprenne le travail, et là, vous découvrez que ce Bachir ne travaille pas. Oui, en fait, je découvre qu'il m'a menti sur toute la ligne. Alors, comme la relation est un petit peu compliquée avec ses parents, vous finissez par dégoter un petit appartement où vous allez habiter. Quand vous êtes enceinte, il refuse qu'un médecin homme vous examine. Oui, tout à fait. Ça, c'était primordial. Donc, on a été à une clinique privée pour être sûr de trouver une femme gynécologue. Là, Bachir refuse que vous portiez à la maison des jupes à mi-mollet. Oui, en fait, plus le temps passait, plus il devenait exigeant sur ma tenue vestimentaire. Et en fait, il a fini par jeter... Il jette vos cassettes à la poubelle, vos livres à la poubelle. Enfin, ça devient de plus en plus dur. Il vous interdit d'aller à la fac. Vous restez à la maison. Et là, il vous apprend le Coran. Et là, vous découvrez des trucs absolument incroyables. Par exemple, si une femme pubère passe devant un croyant qui fait sa prière, le croyant doit recommencer. Exactement comme s'il y avait un chien noir ou un âne qui passait. Tout à fait. Que la femme donc, est mise au niveau du chien et de l'âne. Elle est considérée comme impure, donc et tentatrice. Alors il vous interdit même d'aller prier à la mosquée. Exactement. Quand il invite des amis à dîner, vous devez rester à la cuisine et vous passez les plats sur un plateau. Mais il ne faut pas qu'on vous voie. Non, surtout pas. En fait, je frappais à la porte pour lui faire comprendre que les plats étaient prêts les uns après les autres. Quand votre enfant naît, il vous interdit de prendre des photos de lui. Chez les salafistes, les photos, les poupées sont interdites parce que ils considèrent qu'on imite la création de Dieu. Et cela est un grave péché. Alors là, vous vivez du RMI et des allocations familiales. Donc ça veut dire que la France subventionne ses pires ennemis, en fait. Exactement. Le jour où vous plaignez de cela, vous prenez un coup de poing dans le ventre. Tout à fait. C'est le premier. Ça a été le premier de nombreux autres coups que j'ai reçus étant enceinte. Oui, parce que même enceinte, il n'hésite pas à vous frapper. Hein. Oui, et plus particulièrement quand je suis enceinte. Il déteste les Français. Il déteste leurs coutumes, il déteste leurs fêtes. Et vous finissez par croire que si ce Bachir ne trouve pas de boulot, c'est parce que les Français sont mauvais. Parce que les Français ne veulent pas de lui. Les Français ne nous aiment pas. Un jour, il croit que vous parlez à un homme au téléphone. Et là, il vous répudie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut répudier les gens. Ça, c'est pas compliqué. C'est religieusement légal. Il vous répudie, mais il peut revenir sur sa décision. C'est-à-dire, si vous refaites l'amour avec lui, vous êtes de nouveau mariés. Exactement. On a 3 chances de revenir ensemble. Donc, dans les 3 mois, il faut avoir une relation sexuelle avec son époux pour que l'époux nous reprenne. Voilà. Bon. Alors, évidemment, ça amène entre salafistes à des échanges de femmes. Malheureusement, c'est le cas. Les femmes sont considérées comme des objets qu'on peut s'échanger, qu'on peut épouser et répudier du jour au lendemain. Vous vous retrouvez chez vous avec 3 enfants, sans argent, sans chéquier, sans carte de crédit. Vous êtes obligé d'aller bouffer au Resto du Cœur. C'est la seule solution qui vous reste, Enda. Alors, la plupart des femmes salafistes qui ne peuvent pas travailler à cause du look, quand elles sont répudiées, elles cherchent à se remarier. Parce que si elles vivent sans travailler, on dit c'est des putes. Donc elles cherchent un mari. Donc elles passent des petites annonces sur des sites qui sont dédiés à ça. Et comme elles ont été répudiées et qu'elles n'ont pas de blé, finalement, elles acceptent à peu près n'importe quel mari qui va les traiter comme de la merde, en fait. C'est ça. Le mariage, c'est le fondement de la doctrine salafiste. C'est-à-dire que dès qu'on est une femme se convertit, entre guillemets, au salafisme, eh bien, on lui parle, la première chose qu'on lui propose, c'est le mariage. Il ne faut surtout pas qu'elle reste seule et il ne faut surtout pas qu'elle soit autonome et indépendante. Il faut qu'elle soit sous l'emprise, sous la coupe d'un homme. Alors, à un moment, vous avez envie que votre mari revienne quand même, parce qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Vous simulez un suicide, il revient. Et un jour où vous revenez du marché avec un petit ensemble rose et un foulard, il vous étrangle avec le foulard. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça a été très dur. Là, vous en avez marre. Un matin à 5 heures, avec vos enfants sous le bras, vous prenez un taxi jusqu'à Rouen. 700 bornes. Le matin où il devait partir faire des papiers pour qu'on puisse s'installer en Arabie Saoudite, donc il s'est rendu au consulat d'Arabie Saoudite. Et là, je décide de m'enfuir jusqu'à Rouen. À Rouen, vous êtes convoqué au commissariat. Et quand vous arrivez, vous apprenez quand même que vous étiez surveillés tous les deux.
Oui. Il était fiché S, Bachir? Oui. Ouais. J'ai appris qu'effectivement, il avait dans son entourage des individus dangereux. Alors là, évidemment, vous êtes tellement influencé par cette doctrine salafiste, c'est que vous retirez votre voile, et quand vous allez danser dans un bar, par exemple, vous dites, ça y est, le diable va me tomber dessus, quoi. Oui, ça, c'était longtemps après mon divorce. En fait, quand je me suis, entre guillemets, insérée dans la société, j'ai commencé à trouver du boulot. Et puis, des filles qui travaillaient avec moi m'avaient proposé d'aller boire un verre dans un bar. C'est vrai que j'étais persuadée que le diable était en train de prendre possession de mon esprit. Pas du tout. C'est le groove. Le 23 novembre 2015, vous publiez cette photo sur Facebook. En quelques jours, il y a 80 000 likes, et puis il y a aussi des insultes. Ça a été très vite. J'ai posté la photo sans vraiment réfléchir. Moi, c'était ma façon à moi d'exprimer mon ressenti suite aux attentats du 13 novembre 2015. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont partagé cette photo, qui se sont exprimés et qui avaient besoin de libérer leur souffrance aussi. Alors, votre voiture est rayée, vos pneus sont crevés, vous avez des appels téléphoniques, on vous dit « Enda, on sait où tu habites, mais vous tenez bon ». Désormais, vous savez que le salafisme est l'antichambre du terrorisme. Oui. Et que le salafisme est insoluble dans la démocratie. Oui, tout à fait. Ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui vous ont aidé, c'est des démocrates, des chrétiens, des juifs, des athées, des homosexuels. Vous dites la générosité n'a pas de religion. Oui. J'ai réalisé que je m'étais trompée sur toute la ligne et qu'en fait, le salafisme m'avait poussée à être tout ce que je ne voulais pas être, intolérante, raciste, haineuse. Vous êtes passé du salafisme à l'humanisme. Oui, parce que j'ai appris à aimer les hommes, les êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion. Je suis quelqu'un d'autre. Bravo et merci pour toutes les filles. Merci pour elles. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Marianne, Julien, les Chevaliers du, Olivier, Enda. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05. D'ici là, sur c8.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.